Bonjour. Gérer les risques, c'est finalement la préoccupation quotidienne de chaque chef d'entreprise. Daniel Meyer, c'est avec une double casquette que vous êtes présent sur ce plateau aujourd'hui pour parler de sécurité au travail. Vous êtes patron électricien à Colmar, mais vous êtes aussi président de l'UGA, l'Union des groupements artisanaux de Colmar et environ. Dans votre secteur d'activité, les risques sont bien réels. La brûlure grave, voire la mort, suite à une électrocution, ce sont les risques les plus connus et les plus évidents de votre métier. Mais ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi les chutes de hauteur, les risques d'asphyxie, les blessures avec des outils coupants, le port d'objets lourds, les accidents de circulation lors des déplacements, etc., etc. Autant d'incidents que vous êtes appelés à prévenir dans votre entreprise, mais également en votre qualité de patron des petits patrons colmariens, si on peut dire. C'est d'ailleurs dans cet esprit que l'UGA a fait réaliser, en collaboration avec la Caisse régionale d'assurance maladie, la Mutuelle complémentaire d'Alsace et les dernières nouvelles d'Alsace, une série de cassettes vidéo sur le thème de la sécurité au travail. Cette série de films réalistes montre que chaque métier a ses risques propres. Mais à la réflexion, on s'aperçoit aussi que la gestion du risque procède d'une démarche commune à toutes les professions. C'est cette démarche que nous allons décortiquer ensemble selon la règle bien connue des 4 questions élémentaires qui font finalement un bon reportage. Quoi, pourquoi, comment et qui? Première réflexion, on gère quoi finalement? Gérer, c'est anticiper. Anticiper, c'est prévoir. C'est gérer en termes humains. C'est aussi gérer en termes techniques. Et c'est aussi gérer en termes d'organisation de travail. Et puis il y a aussi sans doute la notion d'environnement et de bien-être à son poste de travail. Daniel Meyer, on gère pourquoi? Pourquoi? Parce que dans l'entreprise, un accident, c'est un drame. C'est un drame humain, tout d'abord, bien sûr. Nous sommes une grande famille dans l'entreprise, dans la petite entreprise. C'est un drame économique parce que toutes les équipes sont déstabilisées. L'équipe est déstabilisée, l'entreprise en elle-même est déstabilisée. Et puis, c'est un problème d'organisation qu'il faut repenser. Et c'est aussi un problème financier, le nombre de journées perdues. C'est un problème financier. C'est un problème financier parce que tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et comme dit, ça déstabilise tout le monde. Et puis, il faut quand même répondre quelque part à une réglementation qui est très stricte quand même en termes de sécurité, ce qui est tout à fait normal. Et puis, en tant que chef d'entreprise, votre responsabilité, qui ne l'est pas au niveau légal, mais que vous avez sans doute dans votre tête présente à l'esprit, c'est votre responsabilité vis-à-vis de la famille de l'accidenté, parce que vous vous connaissez tous finalement. C'est vrai, comme je le disais, nous sommes une grande famille dans nos petites entreprises, tout le monde se connaît. Et c'est vrai qu'on se sent responsable de la vie, sinon de ce qui peut arriver à nos compagnons pendant les heures de travail demain. Honnêtement, c'est une des raisons essentielles qui font que vous avez cet état d'esprit sécuritaire dans l'entreprise? Je crois que oui. Je crois que cette notion d'équipe, cette notion de travail ensemble, de mener quelque chose à bien ensemble, fait que cette notion de sécurité, les uns par rapport aux autres l'assument. On est en état de veille permanente pour ce qui est de la sécurité, les uns par rapport aux autres. Notre objectif est de travailler uniquement avec des entreprises ayant un bon niveau de sécurité. On va vers une labellisation de ces entreprises et nous sommes prêts à faire des audits pour vérifier ce bon niveau de sécurité. Le coût de cet accident est de 100 000 francs, malgré que ce soit un accident bénin. À cela se rajoute donc le coût indirect, c'est-à-dire donc l'absence de la victime, le matériel à remplacer, l'enquête à mener, l'image de marque de l'entreprise, bien sûr, et tout cela augmente le coût donc, de 3 fois le coût de base. Bien sûr, quand on parle d'accident, il faut parler chiffres. Il démontre l'importance des sommes engagées, non seulement dans la prévention, mais aussi dans la réparation. Simplement, on ne peut pas s'arrêter là, hein, car c'est avant tout l'aspect humain qui est important. Prévenir l'accident, c'est protéger l'homme, lui permettre de conserver non seulement sa santé morale, mais aussi sa santé physique. Former le personnel à prendre des mesures de sécurité, c'est l'éduquer à la prudence, sur son lieu de travail, mais aussi à la maison, pour qu'il puisse à son tour transmettre cette notion. La prévention, c'est l'affaire de tous et partout.
Alors on a vu ce que l'on gère, on a vu pourquoi on le gère. Maintenant, y a-t-il des recettes uniques, éprouvées, toutes faites dans le cadre de cette gestion? Autrement dit, on gère comment? Je pense qu'il n'y a pas de règle préétablie en termes de sécurité. Je pense que chaque poste de travail, chaque chantier mérite qu'on s'y arrête, qu'on le décortique, et qu'on décortique les phases de travail et qu'on mette en parallèle les moyens de sécurité qui vont avec ces phases de travail. On ne traite pas pareillement un chantier qui se passe à l'intérieur d'un appartement comme un chantier qui se traite à 12 mètres de hauteur. C'est élémentaire. C'est-à-dire que ça implique de lever le nez du guidon, en quelque sorte. Ça implique qu'on s'arrête avant l'organisation du chantier et qu'on pense à la sécurité avant tout. Alors la sécurité, c'est l'organisation, mais c'est également peut-être aussi le plan humain. On n'envoie pas n'importe qui à 12 mètres de hauteur. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise en grande hauteur. Il y en a à qui ça ne dérange pas du tout. Alors là, il faut éviter aussi un petit peu les automatismes, hein, parce que ceux qui se trouvent trop en sécurité en hauteur, il faut aussi les freiner pour leur faire et appliquer la sécurité en hauteur. Alors ça, c'est également une démarche qui est prévue par la loi. C'est prévu par la loi, il y a des textes là-dessus, il y a aussi des méthodologies qui permettent d'analyser le risque, et ça, c'est très bien fait dans ce sens. Et il y a également une notion de formation. Effectivement, il y a une notion de formation, il y a une notion aussi de moyens techniques, et plus nos chantiers sont à risque, plus on accumule les risques sur les chantiers, plus il faut de formation. Il est clair que les gens avertis des risques encourus sont plus aptes à les maîtriser. Suite à cet accident, j'ai demandé à l'ensemble de mes conducteurs de travaux de procéder à l'analyse des différents modes opératoires afin de définir, avant le démarrage des travaux, les mesures de prévention adaptées. À partir de là, ils doivent informer le personnel d'exécution des procédés retenus et contrôler leur bonne mise en œuvre. Nous avons formé tous nos donneurs d'ordre à l'élaboration d'un plan de prévention. De plus, les salariés des entreprises extérieures bénéficient lors de l'accueil d'une formation de la sécurité sur notre site. Systématiquement, lors de l'intervention d'une entreprise extérieure, nous effectuons un plan de prévention, quelle que soit la durée et la nature des travaux. À la suite de cet accident, nous avons fait une recherche des causes à l'aide de la méthode de l'arbre des causes afin de trouver des causes lointaines, des causes précises pour trouver des solutions afin que ceci ne se reproduise plus. À ce moment, au niveau de l'entreprise, il a fallu prendre une décision. Nous avions le choix entre deux solutions. Une solution automatisation complète et la solution aménagement des postes. L'automatisation complète aurait eu une conséquence pour l'emploi et nous l'avons rapidement abandonnée. En premier lieu, notre réflexion s'est basée sur l'analyse des situations à risque, notamment les travaux sur échafaudage, en bordure de rive de toiture et à proximité des trémies. À partir de là, nous avons développé de nouvelles techniques de mise en œuvre, tant sur les matériaux que sur les équipements de travail, en favorisant dans tous les cas la priorité à la protection collective. Nous avons voulu aussi changer la mentalité du personnel dans l'entreprise en réalisant une formation de sensibilisation à la culture et à la sécurité. Pour les entreprises extérieures, nous nous sommes inspirés de ce que nous faisions pour nos propres salariés et nos intérimaires, à savoir un accueil sécurité qui comprend une information sur les équipements de protection individuelle, sur la circulation dans l'usine, sur les risques spécifiques liés à notre métier comme le bruit, les TMS, etc. Finalement, est-ce qu'il vous arrive de vous lever le matin en vous disant « Tiens, aujourd'hui, on va s'occuper de sécurité » ? Non, je crois que le traitement de la sécurité, c'est une chose que l'on fait en même temps que l'on traite le chantier, qu'on organise le chantier. Ça se fait tout naturellement, ça se fait sans vraiment y penser. Encore que ce soit vraiment toujours à l'esprit et au jour le jour. Mais je ne suis pas le seul dans l'entreprise à faire de la sécurité. Tous mes collaborateurs le font à chaque niveau de leurs compétences. Et sinon, à moi tout seul, je ne pourrais pas assumer la sécurité de toute l'entreprise. Il faut que chacun y mette du sien, chacun participe et chacun ait ce moment de réflexion qui permette que tout se passe bien dans l'entreprise. Donc c'est un état d'esprit permanent. C'est un état d'esprit permanent que nous devons cultiver, bien sûr. S'apprécier les uns les autres fait qu'on essaye d'éviter les écueils aux uns et aux autres. Alors maintenant, vis-à-vis des clients,
Comment cet état d'esprit de sécurité est-il perçu par le client? Et d'abord, est-ce qu'il s'en aperçoit? Est-ce que ça peut déterminer un choix pour choisir telle ou telle entreprise? Je pense que le client est conscient du risque que prend l'ouvrier quand il assume sa mission et qu'il apprécie que le travail se fasse en sécurité. Je vous donne un exemple. Dans l'entreprise, nous avons une petite nacelle que nous rentrons à l'intérieur du bâtiment. Souvent, les clients m'ont dit « on est content que vos ouvriers travaillent en sécurité parce qu'on les sent en sécurité dans cet appareil ». Donc, on se dit que le travail sera bien fait. Oui, quand on peut consacrer son esprit à ce qu'on fait sans pour autant être obnubilé par la hauteur ou par le risque, je crois que le travail se fait mieux et plus rapidement. En travaillant en groupe et en ménageant cette ligne, cela nous a permis de déterminer un peu mieux le rôle de chacun. Et de ce fait, l'organisation complète de la ligne s'en est trouvée améliorée. Plus qu'une simple action, Performbiance est le véritable projet d'entreprise de la société Usocom depuis 1989. Il se décline à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise et comme son nom l'indique, c'est un amalgame entre la performance qui est nécessaire mais dans une bonne ambiance de travail. Parmi les axes du projet Performbiance, nous pouvons citer l'implication du personnel, la réduction du cycle de fabrication, la qualité totale, le process d'amélioration continue et la formation. Alors effectivement, la sécurité, ça se gère, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des méthodes. Évaluer le risque, se doter de moyens et sensibiliser nos collaborateurs à ces risques à travers la formation. Et la mission principale peut-être de chef d'entreprise, c'est de mobiliser justement son personnel et de motiver à la sécurité pour qu'au final tout se passe bien dans l'entreprise. Merci Daniel Meyer de nous avoir apporté votre témoignage à la fois de chef d'entreprise et de président de l'Union des groupements artisanaux de Centre-Alsace.